Bonjour à toutes et tous. Nous accueillons aujourd'hui trois membres de la députation du Centre Valais Roman pour faire un bilan de l'année politique 2022. On accueille Ludivine Louis-Levet d'Entremont, de Sambranché, députée suppléante, infirmière. Bonjour Ludivine. Bonjour. Perrine Vouillamot de Chamozon, enseignante, députée suppléante aussi, Valais Star 2021. Bonjour Perrine. Bonjour. Et Vincent Rotten, chef de groupe qu'on ne présente plus, agriculteur de Savièse, entrepreneur aussi. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Avec vous, on va parler de cette année politique 2022 assez conséquente. On a beaucoup travaillé cette année dans le parti. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place au niveau du Grand Conseil, notamment avec un groupe unique, ce qui est assez différent de la manière qu'on avait de faire de la politique avant. Vincent, tu avais dit à la RTS, avant on était le seul parti gentil et consensuel, ça n'a pas payé dans les urnes, ça c'était parce qu'on a perdu la majorité au Conseil d'État. Désormais, on cherche la moindre virgule dans tous les sujets et on tape sur le clou. Alors, Vincent, est-ce que tu as beaucoup tapé sur le clou avec ton groupe cette année au Grand Conseil? En tout cas, on n'a pas hésité dès que l'occasion se présentait. C'est vrai que cette situation, elle était un petit peu la réflexion sur laquelle on avait décidé de fonctionner durant cette législature. Euh, le centre, anciennement PDC, on était attendu au tournant, et puis on savait que personne n'allait nous épargner. Donc la logique de travail au sein du Grand Conseil, c'était de dire ben, maintenant on sort un dossier après l'autre, puis là où ça coince, eh ben, on va taper sur le clou et puis on va s'imposer. Et puis on arrive gentiment au milieu de la législature, puis ce qu'on se rend compte, c'est que bon, on a réussi vraiment à faire notre place. On est le parti du centre et on est au centre de l'échiquier politique. Et dès qu'il y a des grands débats, dès qu'il y a des grandes thématiques, eh ben, on est là, on répond présent, et puis on arrive à créer des alliances. Et puis la dynamique qui est celle qu'on a dans cette législature-ci, que j'avais pas forcément vécu dans les deux législatures précédentes, c'est un petit peu cette création de majorité qui est relativement facile à mettre en place maintenant. Début de législature, c'était pas acquis, hein, bien évidemment, mais là maintenant, on arrive à trouver des majorités. On l'a fait, par exemple, pour les allocations familiales, on a travaillé avec l'UDC et le Parti socialiste. On l'a fait avec d'autres thématiques un petit peu plus proches du PLR, sur la question fiscale qui nous attend notamment l'année prochaine. Bon, c'est que là, on va pouvoir trouver des éléments où on sera d'accord. Et puis, ben voilà, donc cette citation, elle prend encore du sens aujourd'hui parce qu'effectivement, bah, quand il y a un rapport, quelque chose ne va pas, ben, on insiste, on tape dessus. Et souvent, on est parmi les plus critiques dans nos prises de parole. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, on peut être content de notre groupe parlementaire. Critique aussi avec nos élus au Conseil d'État. Oui, bah, disons que si on veut être crédible, il faut qu'on puisse être critique dès le moment où quelque chose ne fonctionne pas. Donc on a été à plusieurs reprises, on est souvent dans nos prises de parole, hein, peu importe le chef de département, peu importe le conseiller d'État en charge du dossier, ben, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas au plénum, ben, on le dit et puis on n'hésite pas. Alors, on va passer en revue. On a parlé déjà de quelques thèmes. On va passer en revue un petit peu les thèmes. Mais avant ça, pour les deux nouvelles du Grand Conseil, vous sentez aussi cette dynamique où le Centre Valais Roman a peut-être le cœur et la raison qui permettent de balancer des stratégies et des majorités. Vous avez vécu ça comment, vous, en 2022, cette année politique? Peut-être Perrine, peut-être d'abord. Alors, moi, ce qui me plaît dans le parti que j'ai choisi, dans le centre, c'est qu'on n'est pas dans les extrêmes. Et c'est ce qui me dérange parfois et ce qui me choque parfois dans certaines prises de parole, c'est les extrêmes qui parlent. Et voilà, parfois j'ai de la peine avec ça. Mais je me sens bien dans ce parti et les positions qu'on défend, elles me correspondent. Toi, tu avais dit dans le Nouvelliste, quand tu avais obtenu le prix Valestar pour ton combat contre la mucoviscidose et le remboursement du médicament Trikafta, tu avais dit que tu avais été étonné à quel point les choses pouvaient aller vite, notamment en politique, comme quoi notre système politique, qui paraît parfois très lent, peut aussi aller très vite. Est-ce que tu as aussi le sentiment au Grand Conseil que les choses peuvent aller vite? Je me rappelle avoir dit cette phrase sous le coup de voilà de l'euphorie de l'acceptation de ce médicament. C'est vrai que ça avait été rapide, 4 ans de négociations pour en arriver là. C'était un combat et ça c'est la Suisse qui a été un des premiers pays européens à l'autoriser. C'était pour nous quand même assez rapide. Au Grand Conseil, bah, tout prend du temps. Pour qu'une loi aboutisse, il y a plein d'étapes. Tout est à mon avis, très bien réfléchi. Tout est, voilà, les décisions sont prises non pas à la légère, mais vraiment avec sérieux. Et oui, c'est vrai, ça prend du temps. Ludivine, même constat? Oui,
Je pense que c'est le même constat. Moi, je n'imaginais pas à quel point on parle toujours de la lenteur suisse, mais je pense que c'est notre force aussi. C'est qu'effectivement, il y a plein d'étapes dans la construction d'une loi, mais une fois qu'elle est posée, elle est là et on s'y réfère, ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres systèmes politiques dans d'autres pays. Alors, une loi qui prend du temps, où on n'est pas en avance sur des cantons voisins, comme par exemple les Grisons, qui sont un canton assez similaire, c'est la loi sur l'énergie. Et là-dessus, peut-être toi, Vincent, euh, qu'est-ce qu'on a fait en 2023? Comment ça avance et à quoi 2022, pardon, et à quoi s'attendre en 2023 sur ce thème de l'énergie qui est essentiel actuellement? C'est essentiel et ce sera la loi fil rouge pour l'entière législature. Donc là, on va traiter la loi sur l'énergie. On a déjà fait l'entrée en matière dans le cadre de la session de décembre. Et puis, ça sera le fil rouge de la législature parce qu'on va avoir le programme bâtiment, on va avoir le fonds climat. Et tout ça, c'est une réflexion autour de la manière de l'énergie, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la consomme. Et puis, nous avons eu donc l'entrée en matière sur cette loi. Il y a 232 amendements qui ont été déposés. Donc, c'est vraiment un thème transversal où tous les partis viennent un petit peu avec leurs recettes miracles. Et puis, la position qui a été celle du groupe dans le cadre de l'entrée en matière, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'incitatif. On ne veut pas venir avec des obligations. On parle souvent des obligations de rénovation, d'installation de chauffage et de rénovation. Mais il faut être conscient que dès le moment où on met une obligation, par exemple, les panneaux solaires obligatoires sur toutes les maisons individuelles, eh ben, on réduit l'accessibilité à la propriété de la classe moyenne. Donc avoir une réflexion assez posée sur l'énergie, comment est-ce qu'on la consomme et comment on réduit la consommation. On sait que près de 40% de la consommation, de l'énergie consommée, pardon, c'est pour le chauffage et c'est les bâtiments. Ouais. Donc c'est les axes d'isolation et tout ça. Mais on a eu un débat et on aura un débat, enfin on a déjà eu un débat à la session de septembre sur beaucoup d'urgences en lien avec la thématique de l'énergie due à la guerre en Ukraine. L'intérêt, c'est Avec d'avoir la nos session JDC extraordinaire de février. qui ont déposé pas mal Ouais, de les choses. JDC qui ont également, c'est juste venir avec beaucoup de réflexion. Et puis lors de la session extraordinaire de février, ça va être prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on décide et pas prendre des décisions comme ça, un petit peu dans la précipitation qui se ferait plus de dégâts. Donc 2022 et 2023 seront les 2 années charnières pour l'évolution de la gestion de l'énergie globale en Valais et en Suisse. Alors sur ce thème-là, très rapidement, le centre qui va peut-être faire de nouveau les majorités, est-ce qu'il aurait des facilités à faire des majorités peut-être avec la gauche, le PS Vert, quitte à se faire traiter d'ensemble à gauche de communistes par la droite, ou avec la droite, quitte à se faire traiter d'éco-irresponsable par la gauche? Comment ça va? Comment tu vois déjà le jeu d'alliance autour de ça? Alors c'est compliqué parce qu'on n'a eu que l'entrée en matière. J'ai eu l'occasion de prendre connaissance d'une partie des amendements. Et puis je rejoins en fait ce qu'a dit Perrine en introduction. C'est prise de parole, on a beaucoup d'extrêmes qui parlent. Et là, on le sent déjà maintenant quand on jette un premier coup d'œil à ces amendements, où d'un côté, on veut du panneau solaire partout, on veut une décarbonisation générale, on veut une obligation d'isolation et tout. On sent quand même cette volonté-là plutôt portée par les Verts. On sent également du côté de la droite où il y aurait une volonté de dire finalement on ne doit pas du tout s'ingérer dans des obligations quelles qu'elles soient, puis laisser faire les gens comme ils veulent. Donc ça va de nouveau être un petit peu de jeu d'équilibre. Et je sens qu'on pourra, dans le traitement de cette loi-là sur l'énergie, avoir une alliance forte avec le centre droit, donc avec le groupe PLR, avec qui on a relativement peu travaillé jusqu'à présent. Mais je sens que vraiment, dans le cadre de l'énergie, on pourra construire quelque chose d'assez fort. Les alliances, si on fait une analyse politique pour 2023 ou pour la suite notamment, qu'on a l'énergie maintenant, mais la deuxième grande difficulté dans notre canton, c'est la politique hospitalière, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on fait dans notre canton pour ça? Et là, je pense, on sera allié à la droite pour l'énergie, mais je pense pour la santé, là, on sera peut-être plutôt allié à la gauche, et puis ce sera le deuxième gros chantier pour l'année 2023, à mon avis. Ludivine, la santé, c'est un sujet que tu connais très très bien. Tu as déclaré dans le Valais-Herbout il y a 3 jours qu'on est en face d'une spirale dangereuse, surtout sur le système hospitalier, mais pas seulement. Des choses ont été budgétisées, il y a eu des actions. Comment tu vois la suite déjà, comment ça va? Comment vont les urgences à Martigny parce que tu y travailles? Et puis, comment tu vois l'avenir, les étapes à venir pour 2023 au Grand Conseil sur la politique de la santé? Alors, je pense qu'il y a un gros challenge par rapport à ça. On se retrouve, on a une politique sanitaire, on aimerait un système de santé performant. Il faut mettre le coût, il faut mettre le prix. On peut pas prétendre vouloir une Lamborghini et mettre dedans un moteur de chevaux, par exemple.
Donc effectivement, c'est soit notre population et nos dirigeants de l'hôpital se rendent compte que si on veut un système performant, il faut le financer correctement. Il ne faut pas placer ses billes aux bons endroits. Et puis par rapport à la spirale dangereuse que j'ai mentionnée, qui a été reprise, effectivement, on est dans une spirale où le personnel soignant s'en va après 3 ans de pandémie, où le personnel soignant est fatigué. Ça devient de plus en plus difficile de leur demander plus que ce qu'ils ne donnent déjà. Et ces gens-là, quand une opportunité se présente, que ce soit dans un autre service, que ce soit dans une autre structure, que ce soit dans le privé, ou que ce soit carrément de changer de métier, ces gens-là, ils sont à bout, hein, ils s'en vont. Et on n'arrive plus à remplir notre bassin de soignants plus vite que ce qu'il ne se vide. Et là, c'est là que cette spirale devient dangereuse pour notre population. Alors, On a une population qui est demandeuse de soins. Les gens viennent aux urgences pour comme des partout, urgences et pour des situations qui ne sont pas nécessairement des urgences. Et là, je pense qu'il y a un gros enjeu de redéfinir qu'est-ce qui est de l'urgence, quels sont les partenaires en santé dans tout notre canton et comment on organise finalement les prises en charge de tous ces patients qui veulent, un peu comme dans toute la société, tout de suite, maintenant et super bien. ouais. Ça, c'est une des choses que vous avez fait avec le budget 2023, c'était donc cette volonté d'aligner les salaires du personnel soignant hospitalier sur les salaires des cantons voisins, Thun et le canton de Vaud. Il y a beaucoup d'autres choses pour les conditions de travail. On pense à des horaires qui peuvent être un petit peu plus réguliers. On pense à des crèches, ça c'est des choses qui se font. On pense aussi à tous les aspects technologiques de votre travail, tout l'aspect data qui est des fois rébarbatif, enfin, souvent. Donc c'est des choses le Parlement a un peu de pouvoir là-dessus. Et on se demande qui s'occupe de ça. Est-ce que c'est la direction de l'hôpital? Est-ce que c'est le ministre? Est-ce que c'est... Des fois, quand on regarde ça de l'extérieur avec un œil béotien comme le nôtre, on ne sait pas. Toi, tu arrives à t'y retrouver là-dedans? Alors, je pense que c'est tout l'enjeu de la stratégie et de l'opérationnel. Qui s'occupe de la stratégie? Je pense que c'est politique. Qui s'occupe de l'opérationnel? C'est la direction de l'hôpital, effectivement, avec toute la cascade descendante. Et je pense que là, peut-être certaines choses ne sont pas claires. Donc, on parlait des datas, effectivement, c'est des choses qui sont extrêmement chronophages pour le personnel soignant. Pas que. Enfin, il y a toutes les structures, même à l'interne de l'organisation, on a des processus qui ne sont pas forcément clairement établis ou qui ne fonctionnent pas forcément très bien et sur lesquels nous, en tout cas en tant que soignants, on a assez peu de leviers pour faire activer les choses. Mais là, je pense qu'effectivement, c'est... Alors tout que la ce qui est- tendance dans les grands hôpitaux sont plutôt à aller donner la parole aux groupes métiers, à leur demander Mhm, de quoi ils ont besoin, et puis d'essayer ensuite de calibrer les outils là-dessus. mhm. Là, c'est peut-être un élément assez symptomatique du fonctionnement de l'hôpital en Valais. On a quand même vécu, donc, comme j'ai dit, je suis à ma 3e législature, on en a vu passer On a commencé dans une commission d'enquête parlementaire qui Oui. allait vraiment mettre le nez dans comment ça se passe à l'hôpital. Puis là, on est un petit peu ces zones de flou où, comme tu l'as dit, Ludivine, on a le personnel soignant, enfin le nombre de soignants qui diminue, un peu le flou, on a un problème opérationnel et structurel. Et puis un jour, il faudra quand même qu'on ose poser la question dans ce canton, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec l'hôpital? Et puis, il n'y a que 2 solutions. C'est soit on pousse tout loin du pied, puis on dit on fait un hôpital privé, puis on ne s'occupe plus, c'est pas le rôle du politique. Soit on prend nos responsabilités, et puis on dit, on en fait un hôpital cantonal, à l'image de ce qui est fait à Lausanne avec le CHUV, puis on dit, maintenant, le Parlement, le ministre en charge du département de la santé veut que l'hôpital fonctionne de cette manière-là, et on prend une décision, puis on fait. Parce qu'on est un petit peu dans le flou, on dit, finalement, le législateur et le ministre payent, et puis l'hôpital fait ce qu'il veut. On a vécu une situation dramatique. Il n'y a pas pire comme débat que la situation des urgences de Martigny, on l'a évoqué avant, où d'un côté, la direction de l'hôpital nous dit, après-demain, c'est terminé. De l'autre côté, le ministre qui dit c'est hors de question, on maintient les urgences à Martigny. Donc, qui prend cette décision? Et puis, là où je parlais peut-être un travail coordonné avec la gauche, une alliance avec la gauche dans la prochaine année qui nous attend, la fin de la législature, c'est qu'on vienne avec ce débat en conseil. Et puis, alors, une vision qui était quand même assez laissant notre parti centriste, c'est de dire finalement, les 3 piliers de la société, c'est notamment, mais c'est la justice, c'est la formation et c'est la santé. Si on en perd l'élément de la santé, ça ne va pas être une question de pouvoir d'achat, la santé. Alors, le Grand Conseil et le Parlement et le gouvernement veulent un hôpital cantonal, on le fait. Ou alors on ne le fait pas, puis on dit, débrouillez-vous avec la santé.
expliquez-vous parmi, puis débrouillez-vous. Ça sera probablement sera un des grands l'élément thèmes central. 2023. Un des piliers, l'enseignement. Perrine, qu'est-ce qui s'est passé pour l'enseignement? Il y a eu des choses pour l'enseignement en 2022 au Grand Conseil. Et puis, quels sont pour toi les défis majeurs pour les années à venir? On a augmenté les budgets pour l'enseignement spécialisé parce qu'il y a toujours de plus en plus de demandes, de plus en plus d'élèves avec des besoins particuliers. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus de troubles autistiques qui sont détectés parfois très tôt, ce qui Au est, Grand ce qui est Conseil? très bien. Non. Quoique. Et je pense que c'est juste et que c'est de l'argent mis au bon endroit Ouais. quand on investit dans l'éducation. On a eu pas mal de chiffres qui sont sortis à la fin de cette année sur l'état de la santé mentale de la jeunesse. Des chiffres assez alarmants, parce que on est dans des courbes exponentielles. Ça, est-ce qu'il y a eu des choses? Je crois qu'il y a eu quelque chose dans le budget, si tu peux nous en parler. Oui, enfin, le Parlement a accordé 1 million supplémentaire pour justement venir en aide à cette jeunesse qui rencontre de plus en plus de troubles psychiques. Alors, l'État peut venir en aide. On a ce problème aussi d'ailleurs de la pédopsychiatrie en Valais, où on sait qu'on manque cruellement de personnel. Un jeune qui fait peut-être une tentative de suicide, sa prise en charge, elle est assez lente, hein, si je me trompe. Je crois on parle de plusieurs mois d'ailleurs. Ouais, à ce propos, justement, cette année, les chiffres montrent que la prise en charge est un peu plus rapide. Ah. Oui, Oui. surtout dans le Haut-Valais, où le délai d'attente était de 3 à 4 mois pour Ouais. des urgences psychiques non vitales, hein, Ouais. puisqu'un suicide, voilà, la prise en charge, elle est très rapide. Mais pour ce qui était des problèmes mentaux non vitaux, c'était 3-4 mois d'attente. Et puis, maintenant, c'est descendu à 2 semaines. Ok, Ouais. dans le Haut-Valais. Et Dans le Haut-Valais. Dans le Valais Valais roman, roman, c'est à peu près un mois d'attente. Ça on a a quand même amélioré baissé aussi aussi les délais. 2 semaines de... Bon, mais c'est des bonnes nouvelles. C'est bien, c'est Noël. Il y a un peu d'esprit de Noël qui Alors, vient sur Ça, cette il faut le émission. reconnaître, c'est le département qui a injecté des moyens dans les prises Ouais. en charge de pédopsychiatrie et de psychiatrie des jeunes adultes de 14 à 24 ans, avec une structure qui a été mise en place pendant la pandémie ou juste à la fin de la pandémie et qui a été renouvelée Ok. pour justement améliorer la prise en charge de ces jeunes avec des situations de traitement post-urgence beaucoup plus rapides. Et l'hôpital du Valais estime qu'il y a eu 2 tiers d'hospitalisation en moins Mhm. depuis que ce projet a été mis en place. Ça, c'est des bonnes nouvelles à essayer de reproduire. Oui. Sinon, d'autres moyens d'action. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire que l'État peut faire, ou peut-être de prévention, ou peut-être d'éducation, Bon. peut-être avec les parents, je sais pas. C'est clair qu'il faut davantage de moyens financiers, ça c'est une chose. Il faut aussi améliorer la prévention. Ils ont créé une hotline spécialement dédiée à ces problèmes psychiques de la jeunesse. Et puis, voilà, grâce à une écoute bienveillante et professionnelle, je pense que les jeunes, ils doivent être entendus. Ils ont été un petit peu... une partie de la jeunesse a été un peu sacrifiée pendant la pandémie. Et puis, je pense que la société, enfin, l'État, elle doit maintenant rendre ce service à cette génération-là. Certains ont les armes et les outils pour s'en sortir seuls ou en famille, mais d'autres pas. Et voilà, notre rôle, il est là. Il est de permettre à ces jeunes en difficulté de trouver le moyen de ne pas rentrer dans une spirale vraiment négative qui amènerait à des suicides, mais justement, par cette prise en charge spécifique, d'éviter que ça dégénère et que ça se transforme en violence et des problèmes plus graves. Oui, on suivra ça évidemment de très près. On avait prévu de parler de plein de sujets, le temps avance. On a touché, on a dit un mot sur l'énergie, on a parlé de santé, de la santé mentale des jeunes. On est obligé de parler de la famille aussi, parce que 2022, c'était quand même un des grands combats, avec tout
tout à coup une votation cantonale qui est arrivée suite à un référendum des PLR alliés du DCDUO et puis aux indépendants. Qu'est-ce que tu as tiré de ce combat? On a gagné, on a fait 62% pour les allocations familiales. C'est un bon résultat. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de ce combat dans cette belle campagne qu'on a eue qui s'est terminée il y a à peu près 3 semaines? Vincent. Il y a beaucoup de choses à en tirer, je pense, de l'entier des débats qui est ressorti. Peut-être un élément sur lequel tout le monde est d'accord, peu importe l'étiquette politique, ce qui est sorti assez fortement dans le débat populaire, c'était la volonté quand même d'aider la famille, aider les familles à bas revenus, aider vraiment les personnes qui sont dans des situations financières assez compliquées. Et là, il y a une certaine forme d'unité. On voit que finalement, tout le monde est d'accord sur cet élément-là, ce constat de base. Et puis ensuite, sur le débat en lui-même, c'est de quelle manière est-ce qu'on soutient. Et puis, il y avait des intérêts économiques d'un côté, il y avait quand même la volonté de ne pas alourdir, pas continuer à augmenter les charges sociales sur les entreprises. Il y avait la volonté de pouvoir cibler, il y avait la volonté tout le monde avait une bonne raison soit d'accepter, soit de refuser cette initiative. Mais je pense qu'on peut être content parce que finalement, 62% de la population qui accepte la modification de la loi d'application fédérale, la loi sur les allocations familiales, donc plus vulgairement dit qu'accepte l'augmentation des allocations familiales, c'est quand même aussi un signal fort que la structure, la cellule familiale, telle qu'on la conçoit en Valais, telle qu'elle existe dans la vision populaire, 62%, ce n'est malheureusement plus le résultat de notre parti aux élections, quoique là, nous sommes dans une phase qui est plutôt réjouissante. Non, mais on voit quand même un peu une vision partagée par beaucoup de monde. Au Grand Conseil, on a fait alliance avec les socialistes et l'UDC du Valais romand. C'est avec ces deux groupes-là qu'on a créé la majorité pour arriver au bout de la loi. Et on voit que il y a une volonté d'aider toutes les familles avec l'augmentation des allocations. D'ailleurs, petit détail, petit chiffre important à rappeler, 80% des enfants grandissent dans des familles à classe moyenne ou des familles à bas revenus. Donc, c'est pas si arrosoir que ça, c'est vraiment 80% des personnes qui sont directement concernées. Et puis, aider la famille, donc ça se poursuivra en 2023 avec la modification de la loi fiscale, avec peut-être comment est-ce qu'on en a envie, quelle déduction supplémentaire on a envie d'offrir aux familles, aux personnes qui sont seules, aux personnes avec des revenus plus bas, comment est-ce qu'on a envie de retravailler la représentation de l'assiette fiscale, le taux d'imposition minimale, ou bien à quel moment est-ce qu'on impose, ou comment est-ce qu'on soutient finalement un petit peu tout le monde. Mais on voit que la cellule familiale telle qu'on l'imagine, telle qu'on la conçoit, elle est encore réellement présente dans l'esprit des Valaisannes et des Valaisans, puis ça s'est traduit avec ces 62% de votes positifs le 26 novembre dernier. C'est les questions qu'on retrouvera, parce qu'on peut déjà annoncer un petit peu ce qui va se passer l'année prochaine. On retrouvera les mêmes genres d'interrogations dans le projet de modification de la loi fiscale. L'année prochaine, on retrouvera probablement des questions sur le loup. Vous êtes député. Est-ce qu'il y a eu une session où vous n'avez pas parlé du loup? Décembre, Décembre. on n'a pas eu de loup. Alors décembre, c'était subtil parce que la problématique du loup a été mélangée avec la thématique Avec autre chose. de l'économie alpestre en général. Ok. Mais ça a été la première fois que le Parlement a refusé un texte. Ok. Et ça n'a pas fait débat. On aura toujours, il y a aussi des choses qui reviennent tout le temps comme ça, les dangers naturels. Donc il y a une loi qui a été enfin votée. Peut-être brièvement sur les dangers naturels, qui veut s'exprimer, où on va, quelle est la philosophie aujourd'hui du Conseil d'État, du Grand Conseil? Vincent, qui est chef de groupe, qui est quand même peut-être plus spécialisé là-dessus. Ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Ça fait un moment qu'on travaille. Ouais. Et puis, alors pendant 8 ans, j'ai voté l'inverse de ce que votait le groupe, le parti. Parce que il faut remonter vraiment au danger naturel, vraiment au sens large du terme. Donc ça va autant de protection des vallées latérales, des éboulements, des avalanches, que la plaine de sécurisation de la plaine du Rhône avec la 3e correction du Rhône. Et puis l'élément qu'on avait soulevé en 2015, quand je dis on, donc c'est les secteurs de l'agriculture, c'était de dire finalement, on sacrifie une partie de la plaine du Rhône pour un développement idéologique du Rhône. Ensuite, on a une réflexion un peu plus globale qui est venue avec les années, où on a vraiment marqué le manque de financement des ouvrages de protection naturelle dans les vallées latérales. Et puis la dynamique, aujourd'hui, la vision du Conseil d'État, lorsqu'il nous a fait la proposition de la modification de la loi ou de la création de la loi sur les dangers naturels, c'était de dire finalement, on a un canton, des dangers multiples, mais on doit tout avoir une seule vision. Donc ça a passé par la création du nouveau service cantonal de la protection contre les dangers naturels, qui a donné finalement peut-être une nouvelle dynamique, une nouvelle vision du territoire, de la gestion du territoire. Et puis maintenant, on voit que les ressources financières ne sont pas limitées. On ne peut pas chiffrer en millions la correction du Rhône et puis en millions la correction du Rhône et puis en milliers de francs les protections dans les vallées latérales. Donc c'est un petit peu une nouvelle analyse, une nouvelle gestion des dangers naturels. Et puis
important de rappeler également que l'Observatoire des dangers naturels, qui émet finalement une analyse globale, on voit que les dangers naturels de la plaine du Rhône diminuent, ce qui ne remet pas fondamentalement en question la troisième correction du Rhône, parce qu'il y a des axes très sensibles où on doit intervenir. On vote d'ailleurs régulièrement des crédits pour les mesures prioritaires. Ça se fait parce qu'on doit le faire. C'est une responsabilité en tant que Parlement, c'est également donner ces moyens-là. Mais c'est vraiment une autre dynamique, une autre analyse des dangers naturels. On a créé la loi en 2022. On continue à y travailler maintenant. On continue à travailler sur son application maintenant. Et puis, il y a vraiment une analyse globale des dangers naturels. Oui, parce qu'elle touche plein d'autres sujets, territoire. On a parlé aussi on voulait parler du délégué eau aussi, qui est un nouveau poste. On en parlera peut-être une prochaine fois. Pour conclure, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, petit tour de table, un beau souvenir de 2022 au Parlement et puis un souhait pour 2023, si vous êtes d'accord. Je laisse 2 secondes pour réfléchir. On commence peut-être avec Vincent. Beau souvenir de 2022 au Parlement. On n'a que des bons souvenirs. Ah bah tant mieux. C'est malheureux parce que... C'est l'esprit de Noël. C'est fabuleux. Non, des bons souvenirs, je pense... c'est pas facile comme question. Hein. Non, il y en a peut-être il y en a peut-être effectivement plusieurs. Ouais. Non, peut-être un bon souvenir, c'est... Non, on va commencer par les bons vœux pour 2023. Voilà, les bons vœux, puis tu retrouveras un bon souvenir de 2022. Non, alors je sais pas si on peut faire plus bateau que souhaiter une bonne année à tout le monde et puis tout bon pour la suite. Mais non, des bons souvenirs, je pense, c'est l'ambiance générale qu'il y a au sein du Parlement, le sentiment de défiance qu'il y avait envers le centre, l'esprit très critique qu'on avait vers les Verts, notamment, qui sont finalement être un parti avec lequel on peut discuter. Ils discutent beaucoup chez eux parce qu'ils sont jamais d'accord sur rien ni unanime dans les votes. Donc, globalement, une bonne ambiance au sein du Parlement. Ça, je pense, c'est l'élément central. Si on a des institutions qui fonctionnent bien, le canton fonctionne bien. C'est vrai. Perrine, souvenir en général, peut-être pas le meilleur souvenir. Alors, j'ai des bons moments émotionnels qui me reviennent. C'est certaines prises de parole d'enfants qui ont été invités cette année par la nouvelle présidente du Grand Conseil qui veut mettre en avant la jeunesse. Et puis d'entendre certains jeunes venir témoigner de leur situation familiale, pas facile, mais qui ont confiance en l'avenir. Voilà, je trouve que c'est émouvant de les entendre. Et puis là, on a un rôle à jouer pour les aider à grandir dans un monde le mieux possible, le plus bienveillant possible. Je trouve aussi que l'ambiance au sein de notre groupe, elle est excellente. J'ai une frustration à partager quand même parce que je m'étais préparée à défendre les chasseurs lors d'un postulat qui avait été déposé qui avait comme titre « Boire ou tirer, il faut choisir ». Oui, je me souviens de ce postulat. Et puis, on m'avait demandé de contrer ce postulat et j'y ai mis tout mon cœur. Et malheureusement, le matin où j'étais prête à défendre, ce postulat a été retiré. Donc, j'ai travaillé finalement dans le vide. Rien, des fois. Mais je me suis beaucoup renseignée auprès des chasseurs. Et puis, voilà, il y a quand même des frustrations qui arrivent parfois. Alors, je te rassure, ce travail n'est jamais vain parce que ça te servira forcément plus tard dans un autre débat parce que la chasse, c'est un sujet qui revient aussi assez fréquemment. Ludivine, un bon souvenir de cette année 2022? Alors moi, un bon souvenir, il est assez récent, c'est finalement le vote de l'amendement au budget qui a été proposé par Aaron, pour lequel je me suis exprimée. C'est un peu ma fibre, voilà, c'est mon métier, c'est un peu l'attaque, c'est la défense plutôt de notre corps de métier, de nos corps de métier de soignants. Donc pour moi, c'était vraiment un bon souvenir, j'étais très contente. C'était aussi un peu tendu, je me disais, il va pas passer. Et c'est passé. Et c'est passé. Et on se sent utile quand on est élu. Il y a des fois où on se sent utile. C'est ça qui est chouette. C'est tout ce que je vous souhaite pour l'année 2023, c'est de continuer dans ce bon esprit et puis d'être le plus utile possible pour le canton. Je vous remercie d'être venu et je vous fais aussi tous mes vœux de fin d'année, de joyeux Noël et de bonne année. À bientôt. Merci. Bonne année. Merci.